sommes en plein mars bleu, on connaissait octobre rose pour prévenir le cancer du sein. Désormais, le mois de mars est dédié à la prévention du cancer colorectal. Prévention, dépistage, traitement, innovation dans la prise en charge de ce cancer. On en parle avec 3 professionnels de l'Institut Bergonié. Bonjour, docteur Lola Jade-Palméry, vous êtes oncologue digestif et gastro-entérologue, tout comme le docteur Simon Pernot. Bonjour. Bonjour. Et puis professeur Serge Évrard, vous êtes chirurgien à Bergonié depuis 1999. Vous coordonnez le groupe des tumeurs digestives ainsi que le département de chirurgie. Alors le cancer colorectal se développe à partir de cellules qui tapissent la paroi interne du côlon ou du rectum. On dénombre 45 000 nouveaux cas chaque année, environ 18 000 personnes en meurent, ce qui en fait la deuxième cause de décès par cancer en France. Et il faut le répéter, c'est un cancer évitable. Alors comment, docteur ? Alors oui, tout à fait, c'est un cancer évitable dans beaucoup de nombre de cas. Grâce aux stratégies de dépistage. Donc, il existe un dépistage organisé pour l'ensemble de la population à partir de 50 ans. Ce dépistage, le but, c'est de détecter quelle personne pourrait avoir un petit peu de sang dans les selles, de sang non visible dans les selles, qui peut être un signe d'un cancer ou parfois, et même plus souvent, d'une lésion précancéreuse, c'est-à-dire un polype. C'est quelque chose qu'on peut enlever facilement pendant une coloscopie. Et donc, quand on a ce test de dépistage positif, on doit faire une coloscopie pour retirer le polype ou pour déjà voir s'il y a un polype ou parfois, dans quelques cas, faire le diagnostic d'un cancer à un stade précoce. Alors, quand on n'a pas d'antécédents dans sa famille proche, c'est un dépistage que l'on doit faire entre 50 et 74 ans, ça. Oui. Oui, vous avez amené avec vous justement ce kit de dépistage pour que on comprenne un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on s'en sert, sachant qu'aujourd'hui, il suffit de s'adresser à la sécurité sociale pour en recevoir un chez soi gratuitement. Pour le recevoir, d'abord, c'est sur une invitation. C'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, on reçoit une invitation des centres de dépistage pour récupérer son test. Donc la première étape, c'est de recevoir cette invitation. La deuxième étape va être de le récupérer. Il y a maintenant 3 façons de le récupérer. Premièrement, une consultation médicale qui peut être soit un généraliste, soit un gastro-entérologue ou un gynécologue. La deuxième façon de le récupérer, c'est récent, c'est depuis 1 an, c'est les pharmaciens. Alors, toutes les pharmacies ne sont pas encore formées, mais parce que c'est une modalité récente, à peu près 60% en Nouvelle-Aquitaine. Pas encore formées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore les dépistages à disposition ça veut dire que pour donner ce dépistage, il faut être formé. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait, ce dépistage s'adresse uniquement aux patients ou aux personnes qui n'ont aucun antécédent dans la famille, qui ont une tranche d'âge bien particulière, etc. Donc, il faut quand même un minimum d'informations médicales pour savoir à qui donner le dépistage ou qui orienter vers une consultation spécialisée pour aller un petit peu plus loin que ce dépistage. Bon, alors, regardons quand même comment ça fonctionne. L'enveloppe bleue, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe bleue dans les campagnes de communication, c'est ça, et qui contient donc un kit de dépistage, alors qui est assez simple par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Le kit de dépistage, il contient un mode d'emploi dans le premier volet. Deuxièmement, le dispositif pour recueillir en fait les selles, puisque le test va être réalisé sur les selles. Donc il y a quelque chose, ça peut faire un peu rigoler quand on l'installe, ça s'installe sur les toilettes, ça s'accroche. On n'en rit jamais trop. C'est un hamac. Voilà, une sorte de hamac qu'on met dans les toilettes et qui va permettre en fait de garder les selles en dehors des toilettes. Et une fois qu'on a recueilli les selles sur ce hamac, on va utiliser ce petit dispositif en plastique pour racler les selles et récupérer quelques échantillons de selles. On le remet dedans. On envoie tout ça dans une enveloppe qui est prévue pour. Il n'y a pas besoin de timbre, il n'y a besoin de rien. Il y a un petit questionnaire qui est associé sur lequel on renseigne quelques éléments médicaux et quelques éléments, adresses, etc., d'identification. On met tout ça dans une boîte aux lettres et le résultat est disponible en quelques jours. Voilà, donc c'est simple. On a reçu une question d'un lecteur de Sud-Ouest qui nous interroge sur la fiabilité du test. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce test-là, vous disiez justement à l'instant que il a changé récemment. Alors, il a changé récemment. Avant, on utilisait un test qui s'appelait l'hémoculte, mais ça a quand même plus de 5 ans maintenant, voire un peu plus. Depuis au moins 5 ans, on est
toutes les régions sont passées à ce test qui s'appelle le test immunologique fécal, qui est beaucoup plus fiable que le précédent. Le précédent ratait, entre guillemets, un cancer sur 2. C'est-à-dire qu'il était négatif alors qu'il y avait un cancer ou alors une lésion précancéreuse avancée. Maintenant, on est plutôt de l'ordre de 80% de fiabilité. Alors, 80%, c'est pas 100%. Il ne faut pas que ça décourage, quoi. Il ne faut pas que ça décourage. C'est sûr, ce n'est pas 100, mais ce qui est important, c'est que ce test, il est à répéter tous les 2 ans. Donc même si on ne détecte pas un petit polype la première fois, il y a toutes les chances que ce polype soit détecté 2 ans plus tard, avant qu'il soit un cancer avancé et avant que ce soit des problèmes sérieux. Donc la répétition du test tous les 2 ans est aussi importante que le fait de le faire une fois. Une fois, ça ne suffit pas. Il faut vraiment le faire tous les 2 ans. Et l'autre chose, c'est que cette fiabilité qui n'est pas de 100%, elle doit quand même nous alerter quand il y a des symptômes ou chez les patients qui ont des antécédents et qui sont un peu plus à risque. Alors, parfois, ce test ne suffit pas. Justement, quels sont les premiers symptômes que l'on peut avoir et qui vont nous conduire à faire peut-être à prendre rendez-vous avec un spécialiste ? Effectivement, si on a quelqu'un qui a des douleurs abdominales qui sont inexpliquées, en augmentation, si on a quelqu'un qui a ce qu'on appelle des troubles du transit, donc une alternance de diarrhée, de constipation, un transit qui se modifie, parfois du sang dans les selles, que ce soit du sang rouge, du sang noir, tout ça, c'est des signes qui doivent alerter et amener directement une consultation avec le généraliste puis le spécialiste. Puisqu'en fait, dans ces cas-là, le patient ne doit pas passer par le test de dépistage proposé par la Sécurité sociale et il doit directement, on discute avec le spécialiste de faire directement la coloscopie. Passons à la prise en charge. Professeur Évrard, déjà, alors, quand on vient vous voir, vous qui opérez, on se dit, bon, après tout, a priori, ça peut être une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on prend le cancer habituellement. Si on peut encore se faire opérer, c'est qu'on est plutôt à un stade précoce. Mais chez vous, quand même, on a toujours un petit doute. On peut être un petit peu inquiet. C'est comme ça que j'imagine. La chirurgie est et reste le plus ancien traitement du cancer. Ça remonte aux premières ablations du sein au Moyen-Âge, même avant, en l'Antiquité égyptienne. On a des traces sur un temple égyptien. Non, c'est vrai que quand on peut être opéré pour une tumeur solide, en général, c'est qu'on est sur un plan curatif. Bon, après, il est vrai que on peut mieux opérer si on fait des traitements avant, ce qu'on appelle les traitements néoadjuvants, et puis on peut aussi sécuriser la chirurgie par des traitements médicaux post-opératoires qu'on appelle les traitements adjuvants. Donc, dans le cancer colorectal, la chirurgie reste le traitement de base. D'accord. Mais de plus en plus, on a recours, notamment pour le rectum, à des traitements avant. Et pour le côlon ou le rectum, et surtout le côlon, on a montré il y a quelques années, par des grandes études randomisées, que si on faisait de la chimiothérapie post-opératoire, on avait une espèce d'assurance vie, on avait une meilleure garantie de moins récidiver, d'avoir une espérance de vie plus longue, si on faisait de la chimiothérapie. D'accord. Et alors maintenant, on verra après qu'il y a 2 types de chimiothérapie. Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur avant l'opération, le moment avant d'être opéré. Vous prenez en charge de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que vous essayez d'être le plus d'individualiser le plus possible la préparation à l'opération. Absolument. Je dis souvent que la chirurgie est un traitement ciblé, en fait, très personnalisé par rapport aux patients. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès en chirurgie. Moi, je vois entre le moment où j'ai commencé mes études de chirurgie en 85 et maintenant, on a des taux de récidive locale, on a des taux de complications qui ont énormément évolué dans le bon sens. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Et le dernier progrès qu'on est en train d'établir actuellement, c'est la préhabilitation. C'est-à-dire on avait beaucoup travaillé sur la façon de soigner le patient en post-opératoire. C'est les Scandinaves qui avaient beaucoup travaillé là-dessus, ce qu'on appelait le fast-track scandinave. C'est-à-dire qu'on réalimente rapidement, on met les gens debout rapidement, on les mobilise, etc. Et ça diminue les complications. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment entré dans les mœurs. Et maintenant, on développe par contre ce qu'on appelle la préhabilitation. Et c'est de la prévention, finalement. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a du mal à respirer, quelqu'un qui est dépressif, etc. Toutes les fragilités, on se dit que si on les prend en compte et qu'on les traite avant l'opération, bien évidemment, il y aura beaucoup moins de complications post-opératoires. Alors, c'est moins facile pour le côlon, parce que le côlon, les gens veulent être opérés assez rapidement, et puis c'est vrai que c'est une chirurgie qui est relativement facile. Par contre, pour le rectum, qui est une chirurgie beaucoup plus complexe, où on a plus de temps aussi, souvent, s'il y a un traitement néoadjuvant, etc., c'est véritablement là qu'on va pouvoir gagner encore une simplification de la chirurgie. L'intention qui revient de plus en plus quand on interroge les médecins de Bergonié notamment, c'est la désescalade thérapeutique. Comment est-ce que justement vous y prenez pour traiter ce cancer, pour être moins invasif ?
Alors nous, oncologues médicaux, notre but, ça va être de diminuer au maximum les traitements qu'on va faire, à savoir la chimiothérapie, notamment post-opératoire. Il y a un certain nombre de patients qui ont besoin de chimiothérapie en post-opératoire pour diminuer le risque de récidive. Et cette chimiothérapie, elle n'est pas anodine, elle entraîne des séquelles, elle a une tolérance qui est plus ou moins bonne en fonction des patients, et donc le but, c'est vraiment de la diminuer pour les patients qui en ont moins besoin. Et dans cette veine, depuis quelques années, il y a une étude internationale qui a montré que pour un certain pourcentage de patients avec un cancer du côlon de stade 3, faire une chimiothérapie post-opératoire de 3 mois était équivalente au fait de faire une chimiothérapie post-opératoire de 6 mois. Ce qui est conséquent, donc moitié moins, avec donc moitié moins aussi donc, de toxicité au niveau neurologique. Et c'est quelque chose qui change le quotidien des patients. Il y a un vécu de la maladie qui est aussi différent, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, maintenant, on change aussi les modalités de chimiothérapie, et on a des patients qui viennent 4 fois à l'hôpital pendant 2 heures, et qui repartent avec des comprimés de chimiothérapie, qui n'ont pas besoin de chambre implantable, tandis que le programme classique qu'on faisait sur 6 mois, c'était 12 séances, des perfusions à la maison, la chambre implantable à implanter, un vécu de la maladie aussi qui est un peu différent aussi. Et donc, il y a également, je regarde ma fiche parce qu'il faut que je me rappelle, l'ADN tumoral circulant. Ouais. Donc, alors, expliquez-nous. L'ADN tumoral circulant, donc on en parle de plus en plus. Le principe, c'est que les cellules tumorales ont quelques fragments dans la circulation sanguine que l'on peut détecter. C'est l'ADN tumoral circulant que l'on peut détecter par une prise de sang. Et il a été prouvé qu'en cas de présence de cet ADN tumoral circulant, les patients vont avoir un risque de récidive plus élevé, notamment en post-opératoire, et vont avoir des survies qui vont être moins bonnes. Il est de plus en plus étudié parce qu'on pense qu'il a notamment été montré l'année dernière que si on identifie l'ADN tumoral circulant et qu'on base notre stratégie de chimiothérapie en fonction de sa présence ou de son absence, on fait 2 fois moins de chimiothérapie que si on se base sur les critères actuels de référence sur pourquoi ou non on fait une chimiothérapie en post-opératoire chez ces patients. Donc il y aurait un réel intérêt à doser cet ADN tumoral circulant pour guider notre traitement. À l'heure actuelle, ce n'est pas dans notre stratégie. Il y a encore des études qui sont en cours pour mieux le positionner dans notre arsenal thérapeutique et au quotidien. Mais ce sont des tests en tout cas en cours. Et c'est très prometteur. Et on a aussi des essais thérapeutiques ouverts sur le sujet à l'Institut. D'accord. Qu'en est-il de l'immunothérapie ? Est-ce que ça fonctionne dans ce type de cancer ? Alors, ça fonctionne, mais dans un sous-type très particulier, que sont les cancers colorectaux dits MSI, qui ont un déficit de réparation de l'ADN. On considère que ça représente environ 15% des cancers colorectaux au stade localisé et 5% au stade métastatique. D'accord, donc ça concerne très peu de Alors 15%, c'est pas négligeable au stade localisé, et puis quand on est dans ces 15%, on gagne 100%. Ah oui, donc c'est dans ce sous-type de cancer colorectal, effectivement l'immunothérapie fonctionne très bien, et les résultats encore très récents qui ont été montrés, c'est que l'immunothérapie chez ces patients, avec notamment dans les cancers du rectum, permettrait, c'est sur une série de faibles volumes, mais permettrait d'éviter la radiochimiothérapie et la chirurgie chez ces patients en permettant d'avoir une réponse complète. C'est ça, on le sait très vite en fait si on peut bénéficier de l'immunothérapie, de cette immunothérapie. Le test pour savoir si on fait partie de ces 15% est simple et il est fait. Il peut être fait facilement sur des biopsies qui sont faites pendant la coloscopie. Donc oui, et il est recommandé de les faire de manière systématique. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a encore peu de recul sur ces stratégies. Pour l'instant, le traitement de référence reste la chirurgie, mais on a quand même des données très intéressantes et on commence à discuter au cas par cas d'éviter la chirurgie grâce à ces stratégies d'immunothérapie en particulier. Professeur Evra, autre technologie de pointe, vous développez une pratique que vous qualifiez de révolutionnaire à l'Institut. Alors, effectivement, pour la chirurgie rectale, un des objectifs que je m'étais assigné quand je suis arrivé à Bergonié, c'était d'essayer de rendre cette chirurgie moins morbide. Il faut savoir que la chirurgie du rectum, c'est une chirurgie qui est septique par nature, et donc il y a des complications infectieuses, notamment ce qu'on appelle la fistule, qui est un défaut de cicatrisation des sutures, en fait un problème vasculaire. Et ça fait des années qu'on essaie de travailler, d'améliorer les techniques, mais enfin, ça passait toujours par la pratique d'un anus artificiel qui dérive les selles au-dessus pour laisser le temps à la suture de cicatriser en dessous.
Et avoir un anus artificiel, même temporaire, ça dégrade la qualité de vie, c'est mal vécu par les patients, etc. Et donc, on a exhumé une intervention qui avait été décrite dans les années 60, qui consistait à extérioriser le côlon après la première intervention, l'intervention où on enlève le cancer, si vous voulez. On laisse le côlon extériorisé pendant 5 jours à l'air libre, parce que le patient ne souffre absolument pas, il ne se passe rien du tout. Un peu désagréable, mais... Non, il ne voit rien du tout. C'est vraiment très très bien toléré. Et à J5, donc, on réendort brièvement le patient pendant une demi-heure, on coupe l'excédent et on fait la suture. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de stomie. Alors pourquoi ? Parce que le côlon extériorisé, on a vérifié qu'il est bien vascularisé. Quand on laisse le côlon à l'intérieur et qu'on fait la suture, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est là qu'il se produit des drames, parce qu'il y a un petit coin qui se nécrose et ça fait une péritonite. Alors que lorsque le côlon est extériorisé, on voit si se nécrose, on réopère le patient, il n'y a pas de problème. Et si se nécrose pas, on a gagné, c'est-à-dire qu'à J5, on fait la suture et il n'y a pas de stomie. Donc ça, c'est véritablement, effectivement, ce qu'on appelle un game changing en anglais. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va modifier complètement la chirurgie rectale, puisque ce problème de la stomie, surtout la stomie temporaire, est beaucoup plus mal supporté qu'une stomie définitive. Une stomie définitive, elle est bien faite, en transmusculaire, en chicane, elle est terminalisée, c'est très facilement appariable. Oui, ça voulait rassurer aussi les patients alors qu'une stomie temporaire, c'est fait sur baguette, c'est beaucoup, beaucoup moins agréable. Donc, véritablement, c'est un progrès, un progrès, et puis surtout, c'est une sécurisation, parce que quand on fait une fistule à l'intérieur et qu'on ne sait pas qu'on a la fistule, qu'on le découvre, qu'on fait un scanner avec la température, on peut perdre son rectum, son anus, sa suture. Et donc, il y a vraiment des complications spécifiques à ce problème infectieux qu'il faut effectivement prendre en compte. Et cette technique-là est véritablement... Au départ, on la faisait dans les cas compliqués, quand les patients étaient vraiment très, très atteints. Et nous, on a montré en fait qu'on pouvait le faire aussi en routine. Et qu'en routine, ça permet de se passer 3 fois sur 4 de la stomie temporaire. J'imagine que c'est une inquiétude qui est régulièrement exprimée par vos patients. Oui, c'est une inquiétude qui est régulièrement exprimée par les patients parce que c'est l'image corporelle, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent aussi, quand elle est nécessaire, finalement... A posteriori, les patients disent finalement c'est confortable, ça se gère bien, on peut faire plein de choses avec, on peut aller se baigner. Il y a certains grands sportifs qui font de la navigation et la route du Rhum avec ce type de dispositif. Et donc voilà, donc oui, ça fait peur parce que c'est surtout de l'imaginaire collectif et de l'image corporelle, mais en pratique c'est quelque chose qui se gère maintenant bien. On a des infirmières spécialisées qu'on appelle les stomathérapeutes qui aident au suivi des patients et des relais à domicile aussi maintenant qui sont formés à aider les patients à gérer ça. C'est pour ça que c'est important d'en parler et d'en parler ici, ailleurs, mais en tout cas d'en parler le plus possible. C'est que c'est aussi un frein pour le dépistage. Les gens ont peur de ce qui peut se passer, de comment je vais gérer mon test, ce qui peut suivre après, comment se déroulent les consultations. Oui, il existe plein de peurs par rapport à ce dépistage. C'est vrai que la première peur, c'est qu'à 50 ans, on n'a pas envie de se sentir vieux et on n'a pas envie de se lancer là-dedans en considérant que ça ne nous concerne pas. Et après, oui, il y a les peurs de ce qu'on va découvrir, il y a les peurs de la coloscopie aussi, l'examen. Alors la coloscopie, c'est un examen fiable, de routine et sûr. Donc on peut rassurer là-dessus. Et puis, oui, il y a les peurs du diagnostic, de ce qu'on peut trouver. Mais là encore, 40% de ce qu'on trouve, c'est des polypes précancéreux qui s'enlèvent pendant la coloscopie facilement. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment du dépistage, parce qu'en enlevant ces polypes, on évite que ça ne dégénère ultérieurement. Et ce qu'il faut vraiment dire, c'est que plus on prend les choses tôt, et moins on se retrouve effectivement dans des situations où on va parler de stomie, de traitements plus compliqués. Donc c'est important de prendre ces choses à temps. Ouais, il y a vraiment, j'ai vu dans 9 cas sur 10, quand c'est pris suffisamment tôt... Les cancers localisés, qui sont la majorité de ce qu'on découvre avec ce dépistage, se guérissent dans 90% des cas. Ouais, dans 9 cas sur 10. Donc il ne faut pas faire la politique de l'autruche et il faut aller se faire dépister. Il faut y aller. Merci à tous les trois d'être venus nous alerter, nous informer sur ce cancer. À très vite pour d'autres rencontres santé sur sudouest.fr.